Après que mon frère, qui se croit tout permis, a détruit la voiture de collection que j'ai passé 5 ans à restaurer et Marie au nez en disant « Oh tu es riche, répare-la simplement », j'ai réalisé que j'en avais fini d'être son distributeur automatique de billets. Mon frère m'a supplié de lui prêter ma voiture de collection entièrement restaurée pour une nuit, puis a disparu pendant 3 jours. Quand il est finalement revenu, riant avec le véhicule détruit, s'attendant à ce que je nettoie ses dégâts, je n'ai pas crié. J'ai silencieusement initié une expulsion légale et financière qui a mis fin à sa vie gratuite pour toujours. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. De quelle partie du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Je ne pense pas avoir dormi depuis 72 heures. Mes yeux semblaient remplis de sable, granuleux et brûlant alors que je regardais par la grande fenêtre de mon salon. Le lampadaire à l'extérieur clignotait, projetant de longues ombres dansantes sur l'allée vide. Il était 3:14 heures du matin un mardi. Mon frère Léo avait pris les clés de mon cabriolet de 1969 le vendredi soir. Il avait juré, les mains jointes dans un geste de supplication qui semblait répéter, qu'il n'en avait besoin que pour 4 heures maximum. Il avait un rendez-vous, a-t-il dit. Il devait impressionner une fille qui était hors de sa portée. J'avais hésité. Cette voiture n'était pas juste un véhicule pour moi. C'était 5 ans de nuits blanches, de week-ends tachés de graisse, et presque chaque euro libre de mon salaire d'architecte. C'était mon sanctuaire, mon projet artistique, mon bébé. Mais je lui ai donné les clés. Je lui ai donné les clés parce que je suis Lydia, la grande sœur, la personne fiable, celle qui répare les choses. Maintenant, 3 jours plus tard, mes appels allaient directement sur la messagerie vocale. Son partage de position avait été désactivé 1 heure après avoir quitté ma maison. Mon estomac était noué depuis le samedi matin, oscillant entre la terreur qu'il soit mort dans un fossé quelque part et une rage bouillante du fait qu'il m'ignorait. Puis j'ai vu les phares. Ils ont tourné au hasard au coin de la rue, coupant à travers l'obscurité. Le moteur ne ronronnait pas comme je l'avais réglé. Il crachotait. Il toussait. Mon cœur tambourinait contre mes côtes alors que je regardais la voiture monter sur le trottoir, mon trottoir, avant de se redresser et de s'avancer brusquement dans l'allée. Je ne suis pas sorti en courant. Je ne pouvais pas. Je me sentais figé, ma main serrant le rideau si fort que mes jointures étaient blanches. La porte du conducteur s'est ouverte. Léo a trébuché hors de la voiture. Il n'avait pas l'air blessé. Il n'avait pas l'air d'une victime d'un crime. Il avait l'air en désordre. Sa chemise était à moitié sortie de son pantalon. Ses cheveux étaient un nid d'oiseau. Et alors qu'il se stabilisait contre le cadre de la porte de ma voiture bien-aimée, il a rejeté la tête en arrière et a ri. C'était un son fort et rauque qui a coupé le silence du quartier. Il a sorti son téléphone, terminant apparemment une conversation que je ne pouvais pas entendre, et a frappé fort sur le toit de la voiture. J'ai finalement trouvé la force de bouger. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis sorti sur le porche. L'air frais de la nuit a frappé mon visage, mais je me sentais fiévreuse. Léo a levé les yeux, plissant les paupières contre la lumière du porche. Lydia, Lyd, tu es réveillée. Il a trébuché de quelques pas en avant, souriant. Oh mec, quel week-end. Tu ne croirais pas le voyage que j'ai fait. J'ai descendu les marches, mes yeux l'ignorant complètement pour se poser sur la voiture. Mes genoux ont presque flanché. La peinture bleu nuit immaculée, mélangée sur mesure, que j'avais polie à la main la semaine dernière à peine, était creusée tout le long du côté passager. Une cicatrice blanche, profonde et irrégulière, révélait le métal en dessous. Le pare-choc avant pendait sur le côté gauche, retenu par ce qui ressemblait à du ruban adhésif et de l'espoir. Le rétroviseur latéral personnalisé que j'avais obtenu d'un collectionneur en Allemagne avait disparu, laissant seulement un fil pendouillant dans son sillage. Léo, ai-je chuchoté, le son s'échappant à peine de ma gorge. Il a agité la main d'un air dédaigneux, vacillant légèrement. Je sais, j'ai eu un petit accrochage en ville. Un idiot s'est garé trop près. Mais écoute, a-t-il ricané, se penchant de près, sentant la bière rassie et quelque chose de sucré comme des boissons énergisantes. Le rendez-vous, ça s'est transformé en un voyage pour le week-end. Elle a adoré la voiture Lyd. Elle l'a absolument adorée. Je lui ai dit que je l'avais restaurée moi-même.
Il attendait que je sourie. Il s'attendait à ce que je lève les yeux au ciel, que je soupire et que je lui demande s'il avait faim. C'était le scénario. C'était comme ça que ça se passait toujours. J'ai marché vers la voiture, passant un doigt tremblant sur la profonde entaille dans la peinture. J'ai regardé à l'intérieur. Les sièges en cuir crème avaient une tache sombre et collante du côté passager qui ressemblait à du vin rouge. Il y avait des emballages de restauration rapide incrustés dans les tapis de sol. Elle est détruite, ai-je dit, ma voix plate. Les dommages structurels au passage de roue semblaient importants. L'essieu semblait tordu. Ne sois pas dramatique, s'est moqué Léo, son humeur passant instantanément de jovial à agacé. C'est juste quelques rayures. Tu peux les polir. Tu es doué pour ce genre de choses. En plus, a-t-il bâillé, étirant les bras au-dessus de sa tête. Je suis épuisé. Je vais dormir chez toi ce soir. Mes clés sont quelque part. Il a commencé à passer devant moi vers ma porte d'entrée, s'attendant à ce que je le suive, s'attendant à ce que je prépare le lit d'amis. Il a ri à nouveau, un petit rire sec et court. Mon Dieu, tu ressembles à un fantôme, Lydia. Détends-toi. C'est juste une voiture. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas un craquement fort. C'était silencieux, final et irréversible. C'était le son d'un pont s'effondrant dans la mer. J'ai regardé son dos, l'arrogance de sa démarche, et j'ai senti une froideur m'envahir que je n'avais jamais ressentie auparavant. La panique des 3 derniers jours s'est évaporée, remplacée par une clarté si aiguë qu'elle faisait mal. La trahison, ai-je pensé en le regardant attraper la poignée de ma porte, était pire que la destruction. Je suis resté dans l'allée pendant un long moment après que Léo soit entré. Je pouvais l'entendre fouiller dans ma cuisine, le cliquetis familier de la porte du réfrigérateur qui s'ouvre, le son d'un sac de chips qu'on déchire. Il faisait comme chez lui, tout comme il l'avait fait pendant ses 26 années d'existence. J'ai fait le tour de la voiture, cataloguant les dommages avec un œil clinique et détaché. Le pare-choc avant était détruit. La porte du passager était profondément rayée ou avait frotté contre un pilier en béton. Le panneau arrière était cabossé vers l'intérieur, probablement pour avoir reculé dans quelque chose de solide. L'intérieur sentait la fumée, l'alcool renversé et la négligence. Le compteur kilométrique. Il avait roulé plus de 800 miles avec. 800 miles. Il avait dit qu'il allait dîner dans la ville à 10 miles de là. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Il était 3:30 heures du matin. C'était notre mère, Mathilda. J'ai fixé l'écran. Léo avait dû lui envoyer un message pour dire qu'il était de retour. J'ai répondu, portant le téléphone à mon oreille sans dire un mot. Oh, Dieu merci. La voix de Mathilda était stridente, haletante. Lydia, est-il là? Il m'a envoyé un message. Il est en sécurité. J'étais morte d'inquiétude. Il est là, ai-je dit, ma voix semblant robotique à mes propres oreilles. Il mange ma nourriture. Oh, merveilleux. Pauvre garçon. Il doit être affamé, s'est-elle extasiée. Il m'a dit qu'il avait passé un moment tellement stressant en étant coincé dans les embouteillages et en ayant des problèmes de téléphone. Tu sais à quel point il est sensible au stress, Lydia. J'espère que tu n'es pas trop dur avec lui pour son léger retard. Un léger retard? J'ai regardé le cabriolet détruit. Il a disparu pendant 3 jours, maman. Et il a détruit ma voiture. Détruit. Elle a laissé échapper un souffle dédaigneux. Lydia, tu exagères toujours. Il a dit que c'était un petit accrochage. Les accidents arrivent. Il est ton frère. Il est en sécurité. C'est ce qui compte. Les voitures peuvent être réparées. La famille, c'est pour toujours. Il m'a menti, ai-je dit, regardant le fil pendouillant où se trouvait le rétroviseur. Il a pris ma propriété, a disparu et l'a ramenée détruite. Il en rit. Il utilise le rire pour faire face, a rétorqué Mathilda, son ton se durcissant. Il est probablement mortifié au fond de lui. Ne le fais pas se sentir plus mal, Lydia. Tu sais à quel point sa confiance est fragile en ce moment avec sa carrière qui essaie de décoller. Appelle simplement ton assurance, fais-la réparer, et arrête d'en faire toute une montagne. Andrew et moi viendrons déjeuner demain pour aplanir les choses. Andrew, non, ai-je demandé, faisant référence à notre père.
Bien sûr, ton père dit que tu devrais être fier que Léo se soit senti assez à l'aise pour venir te voir quand il avait des ennuis. Cela montre qu'il te fait confiance. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste baissé le téléphone et mis fin à l'appel. Ils étaient déjà en train de réécrire le récit. Dans la mythologie familiale, Léo était l'aventurier, l'esprit libre qui faisait parfois des dégâts, et j'étais la gardienne, celle qui suivait derrière avec un balai et un carnet de chèques. Je suis retourné dans la maison. Léo était étalé sur mon canapé, ses bottes toujours aux pieds, émiettant des chips sur mon tapis. Il m'a regardé, les yeux à moitié fermés. « Maman t'a appelé » a-t-il marmonné. Elle est tellement agaçante. Je lui ai dit que j'allais bien. Tu as détruit la suspension, Léo, ai-je dit en me tenant au-dessus de lui. Je peux voir que le carrossage de la roue arrière est décalé. C'est des milliers d'euros. Il a gémi, levant les yeux au ciel. D'accord, mets ça sur mon compte. Quand ma chaîne explosera, je t'achèterai une Ferrari. Détends-toi. Tu as cette assurance de luxe, n'est-ce pas? Dis-leur simplement que quelqu'un l'a percutée pendant qu'elle était garée. Facile. Il a fermé les yeux, me rejetant. Je vais dormir. Ne me réveille pas avant midi. Je l'ai regardé s'endormir en quelques secondes, sa respiration s'approfondissant en un ronflement lourd et sans rythme. Il avait l'air si paisible. Il croyait vraiment que demain serait comme tous les autres jours. Il croyait que nous déjeunerions avec Mathilda et Andrew, que je lui ferais la morale, qu'il s'excuserait sans conviction, que maman me dirait d'être indulgente, puis que j'appellerais le garage. Il croyait que son filet de sécurité était en acier. Je suis entré dans mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. La rage que j'avais ressentie plus tôt s'était refroidie pour devenir quelque chose de solide et lourd, comme une pierre dans mon estomac. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert le portail de l'assurance. À la place, j'ai ouvert un dossier étiqueté finances personnelles. Léo, Mathilda et Andrew pensaient comprendre la dynamique. Ils pensaient que mon pouvoir venait de ma volonté de crier, de faire la morale, puis finalement de pardonner. Ils pensaient que mon amour était une ressource infinie qu'ils pouvaient exploiter sans conséquence. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement sa sœur. Je n'étais pas seulement la propriétaire de la voiture. J'ai cliqué sur un document intitulé Accord de bail résidentiel 404 rue Hawk. Puis j'ai cliqué sur un autre document intitulé Accord de garant prêt personnel Léo Miller. J'ai regardé les dates. J'ai regardé les clauses concernant les activités criminelles et la destruction de biens. Léo pensait qu'il avait juste ruiné une voiture. Il ne réalisait pas qu'il venait d'annuler le contrat tacite de tout son mode de vie. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre la voiture. Et pour comprendre la voiture, il faut comprendre le rôle que j'ai été forcé de jouer dans ma famille. Mes parents, Mathilda et Andrew, étaient des gens parfaitement gentils pour le monde extérieur. Ils étaient charitables, souriants, des piliers de la communauté de banlieue. Mais entre nos quatre murs, ils dirigeaient une monarchie. Et Léo était le prince. Léo est né 6 ans après moi. C'était un bébé miracle, né prématuré et maladif. Dès l'instant où il a pris son premier souffle, mes parents ont décidé que Léo était trop fragile pour le monde. Il n'a jamais été discipliné. S'il cassait la fenêtre d'un voisin, c'était parce que le voisin n'aurait pas dû mettre une maison là. S'il échouait à un test, le professeur était incompétent. Moi, d'un autre côté, j'étais la forte. J'étais l'indépendante Lydia. J'ai payé mes propres études universitaires. J'ai construit une carrière en architecture, naviguant dans un domaine dominé par les hommes avec courage et précision. Je n'ai jamais demandé d'argent. Je n'ai jamais demandé d'aide. La voiture, une Karmann Ghia de 1969, était mon trophée. J'ai acheté le châssis dans une casse il y a 5 ans. C'était une coquille rouillée. Chaque week-end, pendant que Léo faisait la fête ou faisait du réseautage pour sa vague carrière d'influenceur et d'entrepreneur de style de vie, j'étais dans mon garage. J'ai appris à souder. J'ai appris à coudre des garnitures. J'ai appris à régler un moteur à double carburateur. Cette voiture représentait la seule chose dans ma vie qui était entièrement à moi. C'était la manifestation physique de mon travail acharné, de ma patience et de mon attention aux détails. Des traits que ma famille prétendait valoriser,
mais qu'elle n'avait jamais exploité qu'en moi. Léo, à 26 ans, n'avait jamais gardé un emploi pendant plus de 3 mois. Il prétendait que le travail régulier étouffait sa créativité. Il avait une chaîne sur la plateforme YouTube avec 300 abonnés où il publiait des vidéos évaluant des produits de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre ou offrant des conseils de coaching de vie. Pourtant, il vivait dans un magnifique loft au centre-ville. Comment? Parce que je possède l'appartement. Je l'avais acheté comme propriété d'investissement. Et quand Léo a eu besoin d'une pause il y a 3 ans, Mathilda et Andrew m'ont culpabilisé pour que je le laisse vivre là-bas pendant quelques mois à un tarif réduit, un tarif de 0 €. Il n'avait jamais payé de loyer, pas une seule fois. Chaque fois que j'en parlais, Mathilda soupirait. Lydia, tu gagnes tellement. Pourquoi es-tu si avide? Il est ton frère. Il se cherche. Et Andrew intervenait. Il est sur le point de faire une percée. Lyd, ne lui coupe pas l'herbe sous le pied maintenant. Donc, je suis devenu la banque. J'ai co-signé son prêt pour son équipement photographique. J'ai payé les frais de copropriété de l'appartement. J'ai payé son forfait de téléphonie mobile parce qu'il était sur mon forfait familial. Je l'ai fait parce que je voulais être aimé. Je voulais être la bonne fille. Mais debout dans mon bureau cette nuit-là, en regardant la feuille de calcul des dépenses que j'avais couvertes pour Léo au cours des 3 dernières années, totalisant près de 40 000 € en loyer perdu et en factures, j'ai réalisé que je n'avais pas été une bonne sœur. J'avais été un trafiquant de drogue. J'alimentais l'addiction du droit de tout avoir. J'ai entendu Léo bouger dans le salon. Il a crié: et Lydia, as-tu de la boisson pour sportif? Je suis desséché. Le ton était exigeant, plein d'attente. C'était la voix d'un homme qui croyait qu'il était le personnage principal de l'univers. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'accord de bail sur mon écran. Je l'avais rédigé formellement il y a 3 ans. Même si mes parents se moquaient de moi pour être trop professionnel, ils avaient fait signer Léo comme une blague. Bien sûr, Frangine. Tout ce qui te fait te sentir comme un patron, avait-il dit, gribouillant sa signature sans le lire. J'ai lu la clause 14b, résiliation immédiate du bail si le locataire s'engage dans une activité criminelle ou cause des dommages financiers importants au propriétaire ou à la propriété du propriétaire. J'ai lu la clause 19. Le garant détient le droit de retirer son soutien aux lignes de crédit immédiatement en cas d'abus de confiance. Le soleil commençait à se lever, projetant une lumière grise sur la voiture détruite dans l'allée. L'influenceur dormait sur mon canapé. Les facilitateurs dormaient profondément dans leur maison, préparant leurs excuses pour le déjeuner. Ils pensaient que le conflit concernait un pare-choc. Ils pensaient que l'antagoniste était la malchance ou la circulation. Mais le véritable antagoniste était la dynamique elle-même. C'était la croyance que j'existais pour les servir. Je pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé la compagnie d'assurance. J'ai appelé la ligne de police pour les non-urgences. Répartition, ce n'est pas une urgence, ai-je dit, ma voix calme et froide. J'ai besoin qu'un agent vienne à ma résidence pour déposer un rapport concernant le vol de voiture et la destruction de biens de plus de 5 000 €. L'auteur est-il toujours sur les lieux, madame, a demandé le répartiteur. J'ai regardé par la porte ouverte mon frère qui bavait sur mon coussin en velours. Oui, ai-je dit, il dort sur mon canapé. Le silence dans la maison était lourd, un poids physique qui appuyait contre mes tympans. Le seul son était le ronflement rythmique et inconscient de mon frère depuis le salon et le faible bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur. J'avais appelé la police, mais il m'avait donné une heure d'arrivée estimée de 45 minutes. C'était une priorité non urgente, ont-ils dit. Cela me donnait du temps. Je ne l'ai pas perdu à faire les 100 pas ou à pleurer. Je sentais une étrange énergie vibrer dans le bout de mes doigts, le genre d'hyperconcentration que je réservais habituellement pour finaliser des plans complexes quelques heures avant une date limite. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Si j'allais brûler le pont, je devais m'assurer de ne pas me tenir dessus quand il tomberait. J'ai commencé par les comptes bancaires. Parce que j'avais co-signé le prêt commercial de Léo pour son entreprise d'influenceur, j'avais un accès complet pour voir l'historique des transactions. Je n'avais pas regardé depuis des mois, lui faisant confiance quand il disait qu'il rentrait dans ses frais. Je me suis connecté. Le solde était de 412 €. J'ai fait défiler les 3 derniers jours de transactions. Pendant que ma voiture avait disparu,
pendant que mes appels étaient ignorés, Léo avait été occupé. Vendredi 20h45. 120 € magasin de liqueurs. Vendredi 23h30. 240 € le salon de velours entrée très importante. Samedi 2h15 du matin. 85 € Uber. Attendez, pourquoi un Uber? S'il avait ma voiture, j'ai noté cela. Samedi 10h00 du matin. 15,99 € pharmacie remède contre la gueule de bois. Dimanche 16h00. 450 € nettoyage et teinture suprême. J'ai fait une pause. Nettoyage suprême. S'il avait payé 400 € pour un nettoyage dimanche, pourquoi la voiture avait-elle l'air d'avoir traversé un derby de démolition le mardi matin? J'ai ouvert l'application de partage de photos Instagram. J'étais bloqué sur son compte principal. Il prétendait que mon énergie de vieille génération nuisait à son style, mais j'avais créé un faux compte il y a des mois pour garder un œil sur lui. J'ai cherché son pseudonyme officiel de la vie de Léo. Le cercle de son histoire était illuminé comme un arbre de Noël. J'ai cliqué dessus. Le premier clip datait de vendredi. Il était assis sur le siège du conducteur de mon cabriolet, le toit baissé. La légende disait « Alerte nouvelle voiture ». Le travail acharné paie. État d'esprit béni. Il sous-entendait qu'elle était à lui. Il faisait vrombir le moteur à un feu rouge. Le contour dans la zone rouge. Mon estomac s'est retourné. Ce moteur était de collection. On ne pouvait pas le traiter comme une voiture de sport moderne. J'ai cliqué sur l'histoire suivante. Samedi. Il était dans un parking quelque part. Un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas était assis sur le capot. Assis sur le capot en aluminium personnalisé qui se cabosse si on le regarde de travers. Il tenait des gobelets en plastique rouge. Léo était debout sur le siège du conducteur, debout sur le cuir, versant du champagne dans la bouche de quelqu'un. J'ai pris une capture d'écran. Puis les publications du dimanche. C'était la preuve irréfutable. Il n'était pas à un rendez-vous. Il était à une rencontre de créateurs de contenu à 3 heures au nord. Il y avait une vidéo de lui essayant de faire déraper la voiture sur un terrain en gravier. La légende, faire déraper le classique. Elle se conduit durement, mais nous avons apprivoisé la bête. Dans la vidéo, on pouvait entendre le craquement écœurant de la suspension qui talonnait alors qu'il heurtait un nid de poule. La caméra a tremblé et Léo a ri en criant « Oups ». Cela semblait cher. J'ai senti une larme glisser sur ma joue. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la fureur pure et distillée. Il n'avait pas seulement été négligent. Il avait été abusif. Il avait traité ma possession la plus précieuse, le symbole de mon indépendance, comme un accessoire pour son fantasme sur Internet. J'ai sauvegardé chaque vidéo. J'ai enregistré chaque histoire à l'écran. J'ai téléchargé l'historique des transactions. Puis je suis allé à l'imprimante. J'ai imprimé les captures d'écran. J'ai imprimé les relevés bancaires montrant qu'il utilisait l'argent du prêt, l'argent dont j'étais responsable, pour des fêtes. Et enfin, j'ai imprimé 3 copies d'un document que j'avais préparé il y a des années, mais que je n'avais jamais eu le cœur de signifier. Avis de quitter les lieux, résiliation de la location. J'ai regardé l'horloge. La police était à 5 minutes. Je suis allé dans la cuisine et j'ai préparé une cafetière. L'odeur a flotté dans le salon. J'ai entendu les ressorts du canapé grincer. Lyd. La voix de Léo était épaisse de sommeil. C'est du café? Serre-m'en une tasse, s'il te plaît. Léger et sucré. J'ai versé une seule tasse. Noir. J'ai pris une gorgée, le fixant par-dessus le bord de la tasse. Tu dois te réveiller, Léo, ai-je dit doucement. Salut. Quelle heure est-il? Il s'est assis, se frottant le visage. Il m'a regardé, et pendant une seconde, le manque de chaleur dans mes yeux a semblé s'enregistrer. Il a froncé les sourcils. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je t'ai dit que je paierais pour le nettoyage. Mon ami possède un garage. Il va nous arranger ça. Ton ami au nettoyage suprême, ai-je demandé. Celui à qui tu as payé 450 € dimanche avant de la détruire à nouveau. Léo s'est figé. Ses mains ont arrêté de se frotter les yeux.
Comment est-ce que tu fouinais sur moi? J'enquêtais, ai-je corrigé. Il y a une différence. Tu es folle, a-t-il ricané en se levant. Tu es vraiment folle. C'est une voiture, Lydia. Je suis ton frère. Tu agis comme si j'avais tué quelqu'un. Je rentre chez moi. Cette ambiance est toxique. Il a attrapé sa veste. Tu ne peux pas rentrer chez toi, ai-je dit, prenant une autre gorgée de café. Regarde-moi faire. Non, je veux dire que tu ne peux littéralement pas, ai-je dit calmement, parce que la police est en train de se garer dans l'allée en ce moment. Elle. Léo s'est figé à mi-chemin de la porte. Il s'est tourné pour me regarder, la bouche ouverte dans une véritable confusion. Quoi? J'ai signalé le vol de la voiture, ai-je dit. Ou plutôt, une utilisation non autorisée entraînant un vol qualifié. Et puisque tu es là et que la voiture est détruite, ils sont ici pour prendre une déclaration. Tu as appelé les flics contre moi. Sa voix a craqué. Elle est montée dans les aigus comme celle d'un enfant. Contre ton frère? J'ai appelé les flics contre la personne qui a volé ma voiture, ai-je dit. On a sonné à la porte. Léo a fixé la porte comme si c'était un portail vers l'enfer. Il s'est tourné vers moi, son visage se vidant de ses couleurs, la panique perçant enfin son arrogance. Lydia, ne réponds pas, a-t-il sifflé, se précipitant vers moi. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur que j'avais la permission. Si j'ai un casier judiciaire, ça ruine mes contrats de marque. J'ai un parrainage en attente avec une entreprise de montres. Tu n'as pas de parrainage, ai-je dit en passant devant lui. Tu as 4 € sur ton compte bancaire et un problème d'alcool. J'ai ouvert la porte. 2 agents se tenaient là. L'un était plus âgé avec un visage fatigué. L'autre était plus jeune, balayant du regard la voiture détruite dans l'allée avec des sourcils levés. Madame, vous avez appelé pour une Karmann Ghia de 1969, a demandé l'agent plus âgé. Oui, agent, ai-je dit en m'écartant. C'est le propriétaire du véhicule dans l'allée. Et ceci, j'ai fait un geste vers Léo, qui se tenait près du canapé, ressemblant à un cerf pris dans les phares, et la personne qui l'a prise sans permission vendredi et l'a ramenée dans cet état ce matin. Les agents sont entrés. L'air dans la pièce a changé instantanément. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une enquête officielle. Monsieur, puis-je voir votre pièce d'identité, a demandé le jeune agent à Léo. Léo a fouillé pour trouver son portefeuille, les mains tremblantes. Écoutez, agent, c'est un énorme malentendu. Ma sœur est juste. Elle est très émotive. Elle passe une mauvaise semaine. J'ai emprunté la voiture. La famille emprunte des choses, n'est-ce pas? C'est une affaire civile. Il a affiché ce sourire gagnant. Celui qui fonctionnait sur Mathilda. Celui qui fonctionnait sur les serveurs de bar. L'agent plus âgé n'a pas rendu le sourire. Il a regardé son carnet. Le rapport indique que vous avez pris les clés sous le prétexte d'un prêt de 4 heures vendredi soir et que vous avez cessé toute communication jusqu'à mardi matin. Est-ce correct? Mon téléphone est mort, a balbutié Léo. Et j'ai été retenu, mais je l'ai ramenée. Elle est dans l'allée. Le fait de la ramener n'annule pas l'utilisation non autorisée, Phil, a dit l'agent sèchement. Surtout compte tenu de l'état du véhicule. Le propriétaire déclare que vous n'aviez pas la permission de la garder pendant 3 jours. Léo s'est retourné vers moi. Lydia, dis-leur. Dis-leur que tu m'as donné les clés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai donné les clés pour un dîner vendredi. Je ne t'ai pas donné les clés pour conduire 300 miles jusqu'à une maison de créateur de contenu, faire des dérapages sur un terrain en gravier, et te tenir debout sur la sellerie avec du champagne. La mâchoire de Léo est tombée. Comment est-ce que tu... J'ai les vidéos, ai-je dit à l'agent. J'ai des preuves qu'il a conduit de manière imprudente, mettant en danger le véhicule et les autres. Je veux porter plainte pour les dommages et l'utilisation non autorisée. Lydia, a crié Léo. C'était un son brut et laid. Es-tu folle? Maman va te tuer. Nous pourrons discuter des dynamiques familiales plus tard, a interrompu l'agent, s'interposant entre nous. Pour l'instant, madame. Cherchez-vous à le faire arrêter ou cherchez-vous juste un rapport de police pour l'assurance? C'était la question en or.
Si je le faisais arrêter, la famille était finie. Si j'obtenais juste le rapport, j'avais un moyen de pression. J'ai regardé Léo. Il tremblait, les larmes aux yeux. Pas des larmes de remords, mais des larmes d'apitoiement sur lui-même. Je veux que le rapport soit entièrement documenté pour dommages criminels, ai-je dit. Je veux qu'il soit consigné qu'il a admis l'avoir prise. S'il accepte de payer les dommages en totalité tout de suite, je ne vous demanderai pas de le menotter, mais s'il nie, emmenez-le. L'agent a regardé Léo. Eh bien, fils, vas-tu assumer la responsabilité des dommages? Léo avait l'air pris au piège. Je ne peux pas payer pour ça en ce moment. Je liquide certains actifs. Il n'a aucun actif, suis-je intervenu, mais il a des parents. Léo s'est précipité sur son téléphone. J'appelle maman. Tu es finie, Lydia. Tu es tellement finie. Tu penses être si intelligente. Tu viens de faire exploser toute la famille pour une rayure. Fais l'appel, ai-je dit. Il a composé le numéro, le mettant sur haut-parleur immédiatement, désespéré de trouver un allié. Léo, a gazouillé la voix de Mathilda. As-tu fait une bonne sieste? Maman, a gémi Léo. Lydia a appelé la police. Ils sont dans le salon. Elle essaie de me faire arrêter. Il y a eu un silence sur la ligne si profond qu'on aurait dit que le téléphone était mort. Puis un hurlement. Elle a fait quoi? Elle dit que j'ai volé la voiture. Agent, dites-lui. Maman, dis-leur que je suis un bon garçon. Lydia Marie. La voix de Mathilda était déformée par le volume. Passe-moi l'agent au téléphone immédiatement. C'est un malentendu. Ma fille est hystérique. L'agent m'a regardé, un sourcil levé. J'ai secoué la tête. L'agent ne va pas te parler, mère, ai-je dit calmement vers le téléphone. Ceci est une enquête. Toi et papa feriez mieux de venir ici et d'apporter votre carnet de chèques parce qu'à moins que quelqu'un ne paie pour cette voiture d'ici midi, Léo fait face à un crime. J'ai fait signe à l'agent que l'appel était terminé. Léo sanglotait maintenant, tenant le téléphone contre sa poitrine. Je te déteste, a-t-il chuchoté. Je te déteste vraiment. C'est bien, ai-je répondu, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années, parce que j'ai fini de te financer. Mes parents sont arrivés en un temps record. D'habitude, il leur fallait 1 heure pour aller n'importe où, mais ils se sont arrêtés en 20 minutes, freinant dans un crissement de pneus derrière la voiture de police. Andrew, mon père, a franchi la porte le premier. Il avait le visage rouge, portant son polo de golf. Mathilda était juste derrière lui, serrant son sac à main comme un bouclier. Ils n'ont pas regardé la voiture. Ils ne m'ont pas regardé. Ils sont allés directement vers Léo, qui était assis sur le pouf, boudant pendant que les agents terminaient leurs formalités dans la cuisine. « Oh, mon pauvre bébé », a dit Mathilda, enroulant ses bras autour d'un homme de 26 ans. « C'est d'accord. Maman est là. Nous allons arranger ça. » Andrew a marché vers moi. Il a pointé un doigt vers mon visage. « Tu renvoies ces agents maintenant. As-tu perdu la tête? Lavez notre linge sale devant la police. Bonjour à toi aussi, papa, ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte de mon bureau. As-tu vu la voiture? Me fiche de cette fichue voiture, a crié Andrew. C'est du métal. C'est la réputation de ton frère qui est en jeu. Sais-tu ce qui se passe s'il a un casier judiciaire? Il ne peut pas, a-t-il toussé. Il ne peut pas obtenir un emploi pour lequel il ne postule pas, ai-je suggéré. Ne fais pas l'intelligente avec moi, a rétorqué Andrew. Tu es vindicative. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de l'esprit de Léo. Tu es ennuyeuse, Lydia, et tu détestes qu'il soit intéressant. L'insulte a porté, mais elle n'a pas percé. Elle a juste confirmé tout ce que je soupçonnais. Pour eux, ma stabilité était ennuyeuse. Ma générosité était attendue. Les agents sont revenus dans la pièce. Très bien, a dit l'agent plus âgé. Nous avons déposé le rapport. Monsieur Miller ici présent est répertorié comme le suspect pour les dommages matériels. Madame, vous avez le numéro de dossier. Si vous décidez de poursuivre l'accusation de vol plus tard, vous pouvez contacter le procureur. Pour l'instant, c'est une affaire civile concernant la restitution.
Merci, agent, ai-je dit. Agent, attendez, a crié Mathilda. Nous pouvons faire disparaître cela, n'est-ce pas? Si nous la payons, pouvez-vous déchirer le rapport? C'est un document gouvernemental déposé maintenant, madame, a dit l'agent en touchant le bord de son chapeau. Passez une bonne journée. Ils sont partis. La porte s'est refermée avec un clic. Le silence qui a suivi était étouffant. Espèce de petite sorcière ingrate, a sifflé Mathilda, se retournant contre moi. Le masque de la douce maman de banlieue avait disparu. Nous t'avons mieux élevé que ça pour trahir ton propre sang. Il m'a trahi, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois. Il a pris ma voiture, m'a menti pendant 3 jours, l'a détruite et m'a ri au nez. Et vous, je les ai pointés du doigt, avez facilité chaque seconde de cela. Il a fait une erreur, a crié Andrew. Il est jeune. Il a 26 ans, ai-je crié en retour. J'étais architecte agréé à 26 ans. Je possédais cette maison à 26 ans. Et tu nous le brandis au-dessus de la tête, a crié Mathilda. Tu te crois si supérieur avec ton argent et ta maison. Eh bien, devine quoi? Tu es froide. Tu n'es pas digne d'être aimé. C'est pour ça que tu es seul. Et Léo a des amis. C'était la limite. C'était le moment où la dernière attache a cédé. Je suis seul, ai-je demandé doucement. Je suis seul parce que j'ai été trop occupé à élever votre fils pour vous. J'ai marché vers mon bureau et j'ai ramassé la pile de papier. Puisque je suis si froide, ai-je dit, retournant dans le salon, rendons les choses officielles. J'ai tendu le premier document à Andrew. Voici le devis pour les réparations. C'est environ 12 000 €. Le châssis est tordu. La peinture est personnalisée. Si ce n'est pas payé dans les 30 jours, je poursuivrai Léo devant la cour des petites créances et je gagnerai parce que j'ai ses aveux sur la caméra corporelle de la police. Andrew a froissé le papier. Je ne paie pas ça. Très bien, ai-je dit. Alors il paie. Avec quel argent? S'est moqué Léo depuis le canapé. Je suis fauché. Je sais, ai-je dit. Je lui ai tendu le deuxième document. C'est pour ça que tu dois déménager. Léo a regardé le papier. Avise de quitter les lieux. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, la voix tremblante. C'est un avis d'expulsion, ai-je dit. 30 jours. Je résilie ton bail à l'appartement. Je le vends. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Mathilda. Où va-t-il vivre? Avec vous, ai-je souri. C'est votre garçon plein d'esprit. Prenez-le. Nous avons transformé la chambre d'amis en salle de bricolage, a pleuré Mathilda. Nous n'avons pas de place. Faites de la place, ai-je dit. Parce qu'il sera dehors le 1er du mois. Et encore une chose, ai-je dit, sortant le dernier document. Le prêt personnel pour son équipement photographique, celui que j'ai co-signé. J'ai contacté la banque ce matin en attendant les flics. J'ai invoqué la clause du garant pour geler la ligne de crédit en raison d'une mauvaise utilisation des fonds. J'ai jeté les relevés bancaires montrant les dépenses en alcool et en fête sur la table basse. Tu nous avais dit que cet argent était pour des objectifs, a dit Andrew, regardant le relevé. Le salon de velours. Léo, qu'est-ce que c'est? Je faisais du réseautage, a balbutié Léo. Il fait la fête sur mon crédit depuis 3 ans, ai-je dit. Ça s'arrête aujourd'hui. La ligne de crédit est fermée. L'appartement est mis en vente. Les réparations de la voiture sont dues. J'ai regardé mes parents qui fixaient les relevés bancaires avec une horreur naissante. Ils réalisaient que la vie gratuite n'était pas seulement terminée pour Léo. C'était terminé pour eux. Ils n'auraient plus leur fille qui a réussi pour couvrir les échecs de leur fils. Ils allaient devoir s'occuper de lui eux-mêmes. Tu détruis cette famille, a pleuré Mathilda. Non, ai-je dit, ouvrant la porte d'entrée et leur faisant signe de partir. Je démissionne juste de mon poste de directrice. Sortez de ma maison. Le silence qui a suivi le départ de mes parents était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée, et cela valait chaque centime. Pendant les 14 jours suivants, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Mathilda a appelé, Andrew a appelé, Léo a appelé de numéros inconnus. Je ne les ai pas bloqués. J'ai simplement regardé l'écran s'allumer, vibrer et s'éteindre encore et encore.
C'était une expérience fascinante de conditionnement. Cependant, je ne pouvais pas ignorer l'invitation au jubilé du 60e anniversaire de la tante Déborah. Déborah était la sœur aînée d'Andrew, la matriarche du clan Miller. C'était une femme d'acier et de perles, quelqu'un qui respectait le succès et méprisait le drame. Mes parents avaient compté sur cet événement. Je connaissais leur stratégie avant même d'avoir répondu. Ils utiliseraient le rassemblement familial pour me coincer, pour me faire honte et me soumettre devant les tantes et les cousins, pour me dépeindre comme la sœur cruelle et hystérique qui avait abandonné son frère vulnérable. Ils s'attendaient à ce que je ne vienne pas. Ils s'attendaient à ce que je me cache. J'ai mis ma plus belle robe, une robe fourreau vert émeraude structurée qui me faisait me sentir comme une guerrière, et j'ai conduit ma voiture de location jusqu'au club de loisirs. Quand je suis entré dans la salle de banquet, l'atmosphère a changé. C'était subtil, comme un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Le doux cliquetis de l'argenterie a ralenti. Les têtes ont tourné. J'ai vu la cousine Sarah chuchoter quelque chose à l'oncle Mike. J'ai vu ma mère, Mathilda, assise à la table d'honneur, les yeux écarquillés par un véritable choc. Léo était là, bien sûr. Il portait un costume dont je savais pertinemment que je l'avais payé il y a 3 Noëls. Il tenait sa cour près du bar ouvert, un verre de whisky à la main, l'air tragique et incompris. J'ai pris un verre d'eau pétillante et je me suis dirigé vers la tante Déborah. « Joyeux anniversaire, tante Deb », ai-je dit en lui tendant une petite boîte emballée avec goût. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Lydia, j'avais entendu dire que tu ne venais pas. Ta mère a dit que tu étais indisposée. » Traversant une crise de santé mentale, je crois, étaient ses mots. « Je suis en parfaite santé, tante Deb », ai-je souri de manière crispée. Juste occupée avec le travail. « Et la voiture » a-t-elle demandé, sa voix baissant d'un ton pour devenir un murmure. J'ai senti le sang bouillir dans mes veines, chaud et rapide. C'était donc ça le récit. J'avais accidenté la voiture. J'étais l'instable. C'était brillant, vraiment. Cela absolvait Léo des dommages et me dépeignait comme dangereuse, justifiant leur besoin de me contrôler. C'est ce qu'il a dit, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Avant que Déborah ne puisse répondre, Andrew est apparu à mon coude. Sa prise sur mon bras était ferme, douloureuse. « Que fais-tu ici » a-t-il sifflé, m'éloignant de la matriarche. « Tu fais une scène rien qu'en existant. » J'ai été invité, ai-je dit, retirant mon bras. « Écoute » a dit Andrew, le visage rouge. « Nous pouvons arranger ça. Va juste voir Léo, fais-lui un câlin et dis à tout le monde que vous vous êtes réconciliés. Dis-leur que tu abandonnes l'expulsion. Si tu fais ça, nous ne parlerons pas à l'oncle Mike de ton épisode. » Mon épisode ? J'ai ri, un son sec et sans humour. Tu veux dire l'épisode où j'ai réalisé que j'étais un distributeur automatique de billets avec un pouls. Lydia, s'il te plaît. Mathilda nous avait rejoints maintenant, des larmes nageant déjà dans ses yeux. Ne gâche pas la soirée de Déborah. Léo présente son idée d'entreprise à l'oncle Mike plus tard. Il a besoin d'investisseurs. S'il pense qu'il y a une querelle familiale, personne n'investira. Joue juste le jeu pour la famille. Il demande de l'argent. J'ai regardé Léo. Il riait. Charmant l'oncle Mike, inventant probablement une histoire sur les rendements à au profit des blogs vidéo sur le style de vie. Il a besoin d'un départ, a plaidé Mathilda. Tu lui as coupé les vivres. J'ai regardé mes parents. Ils semblaient petits, désespérés. Ils étaient prêts à mentir à leurs propres frères et sœurs, à frauder les membres de leur propre famille juste pour maintenir l'enfant roi à flot. Je ne dirai pas un mot. J'ai menti. J'ai attendu jusqu'au toast. Léo s'est levé. Il a fait teinter sa cuillère contre son verre. La pièce est devenue silencieuse. Il adorait ça. Il adorait l'attention. Je veux juste dire, a commencé Léo, la voix douce. Joyeux anniversaire à tante Deb. Et je veux aussi remercier mes parents de m'avoir toujours soutenu. Nous avons eu une semaine difficile. Comme certains d'entre vous le savent, il y a eu une certaine instabilité avec ma sœur. Il a fait un geste triste vers moi. Toute la pièce m'a regardé avec pitié. Mais, a continué Léo, s'illuminant. Je ne me laisse pas abattre. Je lance une nouvelle entreprise médiatique,
et je suis tellement excité de la partager avec vous tous. Cela parle de résilience. Cela parle de s'élever au-dessus de l'énergie toxique. Il a levé son verre. À la famille et au nouveau départ. Au nouveau départ, a murmuré la pièce. Je me suis levé. Lydia, assieds-toi, a sifflé Andrew de l'autre côté de la table. J'aimerais ajouter un toast, ai-je dit, ma voix portant clairement sans microphone. J'ai marché vers l'avant de la pièce, me tenant à quelques mètres de Léo. Il m'a regardé avec de la panique dans les yeux. Il savait. À la vérité, ai-je dit. J'ai plongé la main dans mon sac à main. Je n'avais pas de projecteur, mais je n'en avais pas besoin. J'avais la pile de photos, les tirages brillants au format 8x10 de la Karmann Ghia détruite et les relevés bancaires. Léo a mentionné que j'avais eu un épisode, ai-je dit à la pièce. Il vous a dit que j'avais accidenté ma voiture. Il vous a dit que j'étais instable. Je me suis dirigé vers la tante Déborah et j'ai placé la photo de la voiture détruite devant elle. Puis j'ai placé le rapport de police par-dessus. Ceci est le rapport de police déposé il y a 4 jours, ai-je dit assez fort pour que l'oncle Mike entende, répertoriant Léo Miller comme le suspect pour vol qualifié et méfaits criminels. Lydia, a hurlé Mathilda en bondissant. Arrête ça. Je l'ai ignoré. Je me suis tourné vers l'oncle Mike. Et Léo demande des investisseurs. Avant de faire un chèque, vous devriez probablement voir où est allé son dernier prêt. J'ai tendu à l'oncle Mike les relevés bancaires surlignés. Le salon de velours, le magasin de liqueurs, le nettoyage suprême pour cacher les preuves d'un accident. Léo s'est jeté sur les papiers. Donne-moi ça. Elle les falsifie. Elle est folle. Mais l'oncle Mike, un jury comptable à la retraite, a été plus rapide. Il a tiré les papiers en arrière, les scannant avec une vitesse experte. Son visage est devenu violet. Tu as dépensé 12 000 € d'un prêt commercial pour un service de bouteille. Mike a levé les yeux vers Léo, le dégoût écrit sur chaque trait de son visage. C'était du marketing, a balbutié Léo. C'était pour la marque. Et la voiture? La tante Déborah a brandi la photo de mon cabriolet mutilé. Tu m'as dit qu'elle l'avait conduite dans un mur parce qu'elle ne prenait plus ses médicaments. Léo, ce rapport dit que tu l'as prise pendant 3 jours et que tu l'as ramenée détruite. Elle ment, a crié Léo, la voix craquant. Il a regardé autour de la pièce, mais la pitié avait disparu. La chaleur avait disparu. La famille élargie ne regardait plus une victime. Il regardait un menteur. Je l'expulse, ai-je dit en m'adressant à la pièce. Et je le poursuis pour les dommages. J'ai juste pensé que vous deviez tous le savoir avant de lui donner l'argent de votre retraite. Espèce de garce, a crié Léo. Il a jeté son verre sur le sol. Il s'est brisé, des éclats de cristal se répandant sur la piste de danse. Tu as tout gâché. Tu es jalouse. Tu es juste une vieille fille jalouse et solitaire. Le silence est revenu, mais cette fois, ce n'était pas gênant. C'était accusateur. Léo se tenait là, haletant, son masque complètement tombé. Il avait l'air laid. Il ressemblait à un enfant à qui l'on avait dit non pour la première fois de sa vie. Sors, a dit la tante Déborah. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé Léo. Tante Deb, a gémi Léo. Sors de ma fête, a-t-elle dit, sa voix comme du fer. Et prends tes parents avec toi. S'ils ont élevé un menteur comme toi, je ne veux pas d'eux ici non plus. Mathilda a haleté. Andrew avait l'air de faire une crise cardiaque. Mais ils ne se sont pas battus. Ils ont attrapé Léo par les bras et l'ont traîné hors de la salle, les sons de ses protestations s'estompant dans le couloir. Je suis resté là, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Je pensais que je me sentirais coupable. Je pensais que je ressentirais de la honte. Mais alors que je regardais autour de la pièce mes tantes et oncles qui me regardaient enfin avec respect au lieu de pitié, je n'ai ressenti qu'une seule chose, un soulagement. La date d'expulsion est arrivée 30 jours plus tard avec la précision d'une montre suisse. Je ne suis pas allé à l'appartement. J'ai engagé des déménageurs professionnels pour emballer les affaires de Léo, principalement des vêtements, des bouteilles d'alcool vides et un équipement photographique coûteux qu'il ne savait pas utiliser, et pour les transporter chez mes parents. J'ai engagé un serrurier pour changer les codes et les clés à la seconde où les déménageurs étaient sortis. J'ai mis l'appartement en vente le lendemain matin.
Il s'est vendu en 3 jours. Le marché était actif et sans l'odeur du style de vie de Léo qui imprégnait les murs, c'était un atout de choix. J'ai pris les bénéfices de la vente, une somme importante. Et j'ai fait 2 choses. Premièrement, j'ai envoyé la Karmann Ghia à un spécialiste en Californie. Je n'ai pas essayé de la réparer moi-même cette fois. Je n'avais pas le cœur à l'ouvrage. Pas encore. J'ai payé les meilleurs de l'industrie pour la restaurer dans un état meilleur qu'à sa sortie d'usine. Je leur ai dit de prendre leur temps. Je n'étais pas pressé. Deuxièmement, j'ai réservé un voyage, pas des vacances en famille où je payais pour tout le monde et dormais sur le canapé convertible. Un voyage en solo en Italie pour voir l'architecture que j'avais étudiée dans les livres pendant une décennie, mais que je n'avais jamais eu les fonds pour visiter parce que je payais pour les erreurs de Léo. Mais avant de partir, j'avais un dernier détail à régler. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour déposer la dernière boîte de courrier de Léo qui avait glissé à travers le service de réexpédition. La maison avait l'air différente. La pelouse était un peu envahie par les mauvaises herbes. Les parterres de fleurs étaient pleins de mauvaises herbes. J'ai sonné à la porte, Andrew a répondu. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Il portait un pantalon de survêtement à 14,00 un mardi. Lydia, a-t-il dit. Il ne m'a pas invité à entrer. Je viens juste déposer ça, ai-je dit, lui tendant la boîte. De l'intérieur de la maison, j'ai entendu des cris. Maman, où est mon autre manette? Tu l'as déplacée quand tu as nettoyé. Je n'y ai pas touché. Léo, arrête de me crier dessus. J'ai une migraine. Eh bien, si tu n'achetais pas cette nourriture bon marché, peut-être que je n'aurais pas mal au ventre et je ne serais pas en train de crier. Andrew a grimacé au bruit. Il m'a regardé, l'espace d'une seconde fugace, j'ai vu une lueur d'envie dans ses yeux. Il a finalement réalisé ce que j'avais géré pendant 3 ans. Il a réalisé qu'en facilitant la vie de Léo, il ne l'avait pas sauvé. Il n'avait fait que retarder l'implosion inévitable. Et maintenant, le rayon de l'explosion était leur salon. Il a du mal à s'adapter, a dit Andrew doucement. Il a 26 ans, papa, ai-je dit. Il va s'en sortir ou il ne s'en sortira pas. Est-ce que tu vas bien, a demandé Andrew. C'était la première fois qu'il me demandait ça depuis des années. Je pars en Italie, ai-je dit. Je vends l'appartement. J'ai fermé la banque de Lydia. Je n'ai jamais été aussi bien. Tu nous manques, a-t-il dit. Cela sonnait répété. On aurait dit que les chèques lui manquaient. Je sais, ai-je dit. Bonne chance, papa. Je suis retourné à ma voiture de location. Alors que j'ouvrais la porte, j'ai entendu Léo crier à nouveau de l'intérieur de la maison. Quelque chose à propos de la vitesse d'Internet qui était trop lente pour sa carrière dans les jeux vidéo. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière dans le rétroviseur. 6 mois plus tard, j'ai reçu l'appel me disant que la voiture était prête. J'ai pris l'avion pour la Californie pour la récupérer. Quand ils ont retiré la bâche, elle a brillé sous les lumières du garage. Un bleu nuit profond, impeccable et parfait. On aurait dit qu'elle n'avait jamais été touchée par le chaos. On aurait dit qu'elle n'avait jamais été brisée. Je me suis assise sur le siège du conducteur. L'odeur du cuir frais et de la vieille essence a rempli mon nez. C'était l'odeur de la liberté. J'ai baissé le toit. J'ai mis mes lunettes de soleil. Et pour la première fois de ma vie, j'ai conduit sans destination, sans date limite, et sans passager pour m'alourdir. Le silence dans la voiture n'était pas vide. Il était rempli de P.S.